Bien bonsoir mes jeunes délinquants juvéniles présentement détenus à la SPCA de Mascouche. Comment allez-vous? Nous sommes réunis aujourd'hui en ce lieu mythique pour mes analyses de la carte du Samouraï MMA. Chapitre 6 qui a lieu ce vendredi 26 mai 2023 à Gatineau, Québec, en direct de l'Arena Sludge Poppy. Ça va être la grosse affaire, les chums. Tout le monde va y être, de Buckingham au Much More. Tout le monde va être là. J'espère que vous allez être de la partie aussi. Sinon, c'est en direct sur Fight TV, comme à l'habitude. Un autre énorme événement de la part de Samouraï MMA qui est vraiment parti sur une lancée. C'est sûr que si on veut comparer les cartes, moi, d'un point de vue personnel, je pense que le Samouraï MMA 5 va être dur à battre. On avait tellement de match-ups locaux sur cette carte-là. Et par match-up locaux, je dis Canadiens contre Canadiens, pas juste des Québécois contre Québécois. Quand c'est deux Canadiens, moi, je compte ça comme un match-up local. Quand on a Ronson Serrais, Cunningham contre Simon Lagarde, Ramsey Boxall, Mallette Balmire, Olivier Rhin, David Hubert-Terrien, Antoine Chaput, Cayolo. Ça a été vraiment une soirée avec plein de match-ups locaux. Puis il y en a moins sur cette carte-ci. On retrouve un peu plus la formule combattant local face à combattant international. On a trois match-ups sur la carte que je considère comme locaux. Le main event en est un d'eux. Julien Leblanc, Salahedine Dexy, qui vient de déménager à Montréal, s'entraîne maintenant au Track Fit Boxing avec Francis Carmon, Coach Will, puis il traîne au TriStar aussi un petit peu. Donc, combattant montréalais maintenant qui affronte le héros de Gatineau. Ensuite, on a évidemment, Mallette Rouzignac, deux combattants québécois qu'on connaît et qu'on aime. Et finalement, Pat Connors, David Moon et Guillaume Poulain-Ben Narek. Quatre match-ups locaux sur cette carte-là. C'est bon, c'est un peu moins. On a des Français qui sont de la partie, quelques combattants mexicains qu'on connaît, quelques combattants mexicains qu'on ne connaît pas encore. C'est un très bon événement. Puis, surtout, c'est un événement qui va être très important pour le futur de Samouraï MMA parce qu'il y a deux potentiels match-ups locaux ici qui seraient de grande envergure, qu'on pourrait set-up si tout va bien. Le premier d'entre eux, on aura la chance d'en parler dans pas long, mais c'est évidemment Jonathan Ramsey, Danny Mallette, deux combattants qui sont très bien connus des Québécois, aimés, qui ont des gros fanbases dans leurs régions respectives, qui sont pas mal les deux prochaines villes où Samouraï veut aller, en Sherbrooke et Québec. Et puis Mathieu Rouzignac, qui est dans ce combat-là aussi, s'il gagne, va chercher le title shot de son côté. Il est lui-même un combattant de la région de Montréal. Donc les trois régions où Samouraï présente principalement des événements sont représentées dans un match-up où si Jonathan Ramsey gang peut affronter le gagnant de Mallette Rouzignac pour un combat pour la ceinture, là, dans ce qui serait un énorme combat qui nous ramènerait là, au gros match-up locaux de l'époque de TKO. L'autre, évidemment, c'est peut-être un match-up plus dans le futur si on a la chance que ces deux gars-là restent assez longtemps au Québec pour s'affronter. Mais Louis Jourdain qui affronte un ancien adversaire de Tommy Morrison dans son premier combat chez les 125 livres. C'est quelques-unes des storylines très intéressantes sur cette carte-là, mais je me lance. Analyse de chacun des combats. Je vous fais un preview. Vous savez, je fais plus de prédictions. J'en ai fait pour l'Arena MMA, par exemple. Vous irez voir leurs vidéos. Si vous voulez savoir qui je pense qui va gagner ces combats-là, mais sur ma page, sur MMA Talk, je fais plus de prédictions, là, j'en ai assez entendu parler. Hey, t'as pique contre moi, puis nanana, nanana. Fouk date, les gars. Fouk date. On y va avec le main event. Énorme combat entre Julien Leblanc et Salahedine Dexy. Et je dis ça parce que Julien, il a vendu tous les billets pour cet événement-là, là, littéralement. Puis c'est pas rien que lui qui en a vendu, là, mais il en a vendu anti-papin, les chums des billets. Le chum Papa Ju, il était honest game. Il a vendu des tickets. Il y a 500 000 commanditaires. C'est lui-même, tu sais, le combattant le plus connu probablement de Gatineau qui n'est pas dans l'UFC ou en train de faire des match-ups 2 contre 1 ou se battre à coups de tête contre d'autres gens. Puis c'est son grand retour un peu. Le Papa Joe, tu sais, il y a eu une séquence plus difficile. Il a essayé de faire 170 livres contre Damien Lapillus. On ne reviendra pas là-dessus. Là, j'en parle à chaque fois qu'on fait un preview d'un combat de Papa Joe. Mais on sait tout ce qui est arrivé là. Il n'aurait pas dû essayer de faire 170 livres. Il est quand même un peu petit pour les 185 livres en termes de thickness. Là, Julien, c'est un grand long plus qu'un gars qui est thick et musculaire et massif pour la division. Donc, quand il a affronté Joel Bowman à LFA, qui lui est comme thick à souhait, un énorme middleweight, ça a été dur pour Julien
de gagner ce combat-là contre un adversaire qui voulait beaucoup le contrôler au niveau du grappling. En plus que Julien avait basically juste un bras à ce moment-là. Là, il a subi une intervention chirurgicale. Et puis, il est maintenant rétabli de ces choses-là. Donc, non seulement on a un Papa Joe qui est back devant son monde, que tout le monde va être là pour être derrière lui, mais on a un Papa Joe qui est en santé. Puis comme on a eu la chance d'y parler, il nous a dit, tu sais, c'est un gars qui, Papa Joe, il peut être dans sa propre tête des fois. On ne se le cachera pas, c'est quelqu'un qui va beaucoup se questionner par rapport à beaucoup de choses. Puis des fois, ça peut affecter son niveau de confiance. Puis je pense qu'il essayait de contrecarrer ça en s'entraînant comme un malade mental. Mais genre trop. Des fois, Papa Joe était trop dans le gym. Puis il pouvait être à Montréal au TriStar. Puis là, le lendemain, il était en train de trainer avec Aaron Jeffrey à telle place. Puis là, après, il était back à Gatineau toute la semaine à faire 2 trainings par jour, plus un privé avec Sifupat ou un privé à Castleman avec Sibok ou whatever, tu sais. Il était partout, s'entraînait tout le temps, en Floride, ici et là, puis il s'overtrainait. C'était pas compliqué. On a vu Papa Joe overtrained dans plusieurs de ses combats. Puis je pense qu'il a compris ça avec le recul, avec les changements qu'il y a eu dans sa vie. Il y a un enfant, c'est pas pour rien, qui est maintenant Papa Joe. C'est son premier combat depuis qu'il est Papa Joe. C'est la nouvelle incarnation de Julien Leblanc, ça. Puis j'ai vraiment hâte de voir parce que il semble avoir réalisé justement les choses qui faisaient un peu moins bien avant, c'est-à-dire trop s'entraîner, se pointer au combat où tu avais quasiment tout donné ce que tu avais à donner dans le gym, puis le soir du combat, il te restait plus grand-chose. Puis semble avoir une approche différente au combat pour la première fois, va avoir toute la foule derrière lui. C'est son moment, là. Si Papa Joe peut arriver et remporter ce combat-là, ça va être probablement le plus beau moment de sa vie, là, littéralement. Puis je suis crissement là pour ça, man. Je suis crissement là pour ça. Maintenant, en termes de match-up, ça a l'air de quoi? C'est-tu un citron qui pogne? C'est-tu un match-up facile? Ça ne l'est vraiment pas, les chums. Ça ne l'est vraiment, vraiment pas. Salah Eddin Dekissi. Je pense que la seule affaire qu'on peut lui reprocher, ben, c'est la même affaire que Joe. Les deux ne se sont pas battus depuis un bon moment. En 2021, les deux sont leurs derniers combats. Salah Eddin Dekissi est un combattant marocain qui a habité en France et maintenant établi à Montréal, s'entraîne au track fit, comme j'ai dit, avec Francis Carmon, coach Will. Combattant dont la grandeur est mystérieuse. Je l'ai vu à 6'6" à des endroits, à 6'3" à d'autres endroits. Il est 6 pieds sur Sherdog. Ça a clairement pas rapport parce que quand tu checkes le dos, il ne mesure pas 6 pieds. Là, il est grand. Ça, je peux vous dire une affaire. Salah Eddin Dekissi est grand. Puis il s'en sert bien avec son striking. Il est quand même fluide pour un combattant qui est de prime et d'abord un judoka, un très beau judo. Puis c'est pour ça que je dis que le match-up n'est pas facile pour Papa Joe parce que les faits restent que ces 2 derniers combats, il les a perdus à cause qu'un gars voulait le grapple, soit en l'amenant au sol, soit en le clinchant contre la cage. Puis Salah Eddin Dekissi n'est pas un gars qui refuse le striking, loin de là, va être très content d'échanger avec le gaucher Julien Leblanc, mais Salah Eddin doit être au courant ici que s'il est capable d'entrer dans le range de Papa Joe puis de lander ses takedowns, que ce soit des takedowns de judo ou d'autres formes de takedowns, le gars c'est un bon grappler, même si son background est de prime d'abord du judo. Il va pas s'installer sur le top, puis il est très bon sur le top parce que, de un, les judokas ont une excellente base. C'est des gars qui sont solides sur leurs pattes, savent bien répartir leur poids pour être le plus en équilibre possible en tout temps. Donc, ça fait 2 des gars difficiles à renverser au sol, un coup qui sont par-dessus toi. Et Dekissi, quand il est capable de prendre une bonne posture, il y a vraiment du ground and pound très violent, dû au fait que c'est un grand slack. C'est un gars de 6 pieds 3 à 6 pieds 6 qui a long de bras et qui est lui-même un bon range fighter. C'est sûr que Papa Joe ici va vouloir être le striker. Puis dans le meilleur des mondes, Papa Joe va slow down le pace de ce combat-là debout un peu. Tu sais, Julien n'est pas un combattant qui veut courir après ses adversaires puis brawler. C'est un bon gaucher avec un bon jab, des très bons kicks. Finit bien ses combinaisons avec des kicks autant aux jambes qu'au corps. Puis si Papa Joe est en mesure de bien jabber, travailler derrière ses straight punch, puis lander beaucoup de kicks, puis forcer Salah Eddin à se commettre pour rentrer dans le range, pour initier des échanges de grappling, si Salah n'a pas l'impression qu'il gagne le striking dans ce combat-là,
c'est là que ça peut devenir un match-up intéressant où Papa Joe pourrait lander des solides counters puis faire mal à son adversaire qui a déjà perdu là, par TKO auparavant. Il est 6 victoires, 4 défaites, Saladin Dekissi. Deux de ces défaites-là ont été par KO, une par soumission, une par décision. A gagné tous ses fights par finish, 2 TKO, 4 soumissions. Donc, c'est un combattant qui veut aller chercher ses finishes au sol. Puis, c'est un match-up intéressant. C'est ça qui a donné de la difficulté à Papa Joe dans ses derniers fights. Je pense qu'on a en Salah Eddin, par exemple, un body type qui fit mieux Papa Joe, dans le sens que ça va être deux gars qui sont faits grands, qui sont faits longs. On n'a pas ici encore un petit adversaire stocky, mais thick, qui semble être le body type là, qui va donner plus de difficultés à Papa Joe en termes de match-up habituellement. Mais c'est vraiment un main event fascinant. Quand tu te mets à observer comment les deux combattants combattent et tout, il y a vraiment une bonne avenue à la victoire pour Papa Joe s'il est capable de garder ça debout puis vraiment travailler ses techniques striking, essayer d'éviter les échanges de grappling et de clinch le plus possible. Puis si Salah Eddin est capable d'amener le combat au sol puis vraiment posture up puis lander du gros ground and pound, les deux ils ont une chance de vraiment faire mal à leur adversaire, voire finir le combat. Donc c'est vraiment un bon main event, c'est un gros fight. Un solide adversaire de retour pour les deux. Là. Quand ça fait 2-3 ans que tu t'es pas battu, de revenir dans un main event contre un Salah Eddin Dekissi ou contre un Julien Leblanc, c'est accepter un gros test là, pour les deux. Puis c'est vraiment un excellent main event. J'ai très hâte de voir ce combat-là en finale du Samoa MMA 6. Mais juste avant ça, on a un méga title fight, un combat de calibre international qui, honnêtement, là, devrait être le main event. Puis pour tous ceux qui se demandent pourquoi ce ne l'est pas, c'est pas compliqué. Comme j'ai dit, Julien Leblanc a vendu un record de billets là, pour Samouraï MMA, pour cet événement-là. Donc c'est un peu le même scénario que Samouraï MMA 5 où on avait justement le Jesse Ronson contre Robert Serres qui était le méga title fight. On avait Fred Duprat qui se battait pour une ceinture aussi sur cette carte-là. Puis ils n'ont pas été le main event parce que c'était à Laval, en territoire d'Alex Morgan, qui a eu le main event pour cette raison-là. C'est le même scénario ici. Là. Julien Leblanc, la majorité des gens qui vont avoir acheté un billet à Gatineau vont là pour voir Julien Leblanc et ou un membre de Team Patnaud de quelconque. Donc, c'est lui l'attraction principale, c'est lui pourquoi les gens vont être là. Donc, c'est la raison pourquoi c'est le main event. Parce que oui, tu peux mettre l'ordre de ta carte pour que ça satisfasse, mettons, les gens qui l'écoutent sur Fight TV, que tu aies vraiment le plus gros combat, le gros title fight en dernier. Mais pour le monde qui vont voir un show d'MMA local, qui ne sont pas nécessairement au courant de qui sont tous ces combattants-là, c'est Julien Leblanc qui vont voir. C'est le dude de Gatineau qui vont voir. Donc, c'est pourquoi Julien et Saladin se retrouvent en main event devant Jesse Ronson contre Rodrigo Vargas, qui est un combat de magnitude assez incroyable. Le Rodrigo Vargas, si vous ne savez pas c'est qui, est un ancien combattant de l'UFC qui vient tout juste d'affronter Paddy de Barry à son dernier combat. Puis c'est lui là, qui a mis Paddy dans la merde au premier round, qui l'a quasiment fini à plusieurs reprises. Puis il s'est fait passer un rear naked choke là, finalement plus tard dans le combat pour terminer sa run dans l'UFC avec une fiche d'une victoire, 3 défaites, ce qui n'est pas une bonne fiche, mais c'est plus de victoires dans l'UFC que Jesse Ronson qui malheureusement a refait sa seule victoire overturn en no contest. Et aussi, quand tu as regardé la carrière de Rodrigo Vargas, c'est plus 2-2 que 1-3 parce qu'il y a une de ces défaites qui est par disqualification dans ce qui est un coup de genou qui a été déclaré illégal contre Brock Weaver. Puis il a perdu ce combat-là par disqualification, mais il a clairement allumé le gars bien raide puis il a sacré un coup de genou. Oui, qui était peut-être illégal, voire même limite, voire même illégal, mais je pense que c'est un combat que Rodrigo Vargas aurait gagné. Donc, il aurait mérité d'être 2-2 dans l'UFC, le chum Kazula Vargas. Puis, il ne s'est pas battu depuis. Se pointe donc avec une fiche de 12 victoires, 5 défaites face à Jesse Ronson, un autre combattant qui, ça fait 2 combats qui n'est plus dans l'UFC. S'est battu une fois à BTC, puis son dernier combat contre Robert Serres, où il a remporté la ceinture samouraï. Puis c'est la première fois qu'une ceinture samouraï va être défendue. On se rappelle, Morgan aura remporté la ceinture 145 livres. Et puis après, il est allé au contender, il est revenu, puis il a comme un peu laissé la place à son poulain Frédéric Duprat, qui a maintenant cette ceinture-là, qui n'a pas eu la chance de la défendre encore.
Morgan n'a pas eu la chance de défendre la sienne non plus. Carl Prepolek contre Mick Dufort quand ils se sont battus. Prepolek a gagné la ceinture puis n'a pas eu la chance de la défendre non plus. Donc Jesse Ronson, premier combattant qui gagne une ceinture, revient à Samouraï pour la défendre. Ça, c'est de l'histoire, man. We're making history here. Puis contre Kazula Vargas, j'ai dit qu'il est un adversaire de grande qualité. Deux combattants qui sont âgés de 37 ans, qui sont plus vers la fin que le début de leur carrière, mais qui viennent tout juste de sortir des plus grandes ligues où, Jesse Ronson, il y a eu des moins bons moments à sa deuxième run dans l'UFC, mais on se rappellera toute la première fois qu'il aurait été là, puis qu'il a basically fait des split decisions contre tout le monde, donc Kevin Lee, Michel Prazeres, puis des combattants absolument incroyables. Donc, deux gars qui ont été à l'UFC puis qui ont été compétitifs contre les meilleurs au monde, qu'on voit se battre pour une ceinture pendant 5 rounds au Samouraï MMA, ça va être tout un fight. Et puis, je veux pas sortir la même analyse que j'ai sortie contre Robert Serres pour Jesse Ronson, mais c'est un peu ça. Honnêtement, Kazula Vargas, au premier round, est le combattant le plus dangereux du monde. Puis plus le combat avance, moins il va l'être. Mais c'est pas parce qu'il gas out. Le gars a beaucoup d'expérience, sait bien gérer son gas tank. C'est juste qu'il est tellement agressif dans tous les aspects des arts martiaux mixtes qu'il va commettre des erreurs. Quand tu es trop agressif, tu vas laisser des ouvertures. Puis on l'a vu, laisser des ouvertures à Jesse Ronson, c'est excessivement dangereux. Robert Serres l'a fait, il en a payé le prix en quelques secondes seulement. Et puis, Jesse Ronson, autant plus jeune dans sa carrière, était un combattant qui, oui, pouvait prendre le premier round un peu slow, mais là, après, il se met en marche, puis il bâtissait sur toute l'information qu'il avait recueillie dans le premier round du combat, puis ça devenait un combattant inarrêtable debout, que tu pouvais peut-être exploiter son grappling. En vieillissant, étrangement, est toujours autant incroyable debout, mais son grappling est rendu vraiment meilleur, voire même dangereux. C'est une ceinture noire en jiu-jitsu qui est rendu, qui passe des soumissions dans la majorité de ses combats, puis Vargas, c'est à ce niveau-là qui donne des opportunités à ses adversaires, autant qu'il est un bon grappler lui-même, est un combattant tellement agressif qu'il va donner des ouvertures à Jesse Ronson, puis autant Jesse Ronson était le gars qui bâtissait sur ses attaques à long terme, semble être de plus en plus, en vieillissant, quelqu'un qui peut-être qui comprend, là, qui est plus dans sa vingtaine ou dans le milieu de sa trentaine, puis que faire des 25 minutes au complet, ça peut être un peu plus taxant pour lui. Donc, saute sur les opportunités qui se présentent, puis finit ses combats là, de façon plus en plus rapide à chaque fois. Et puis, Vargas va rentrer comme un fou au premier round. Puis, tu sais, je vais toujours avoir le côté de moi qui se dit Jesse Ronson. Il a 37-38 ans. Il y a immensément de combats pro derrière la cravate. Le dude a une fiche de 23 victoires, 12 défaites et un combat nul. Ça, c'est 36 combats professionnels à l'âge de 37 ans. Se bat depuis tellement longtemps qu'il a affronté plusieurs générations de fighters, littéralement. Donc, un jour ou l'autre, ça va commencer à arriver comme ça arrive à tout le monde pour lui. Là. Un jour ou l'autre, il va se faire taguer au premier round, puis il ne sera pas capable de vraiment s'en remettre. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est arrivé contre Rafa Garcia, à moins grosse échelle, parce que il ne s'est pas fait juste smoke, il s'est fait taguer au premier round, puis il n'a pas été capable de se remettre de ça, chose qu'il était capable de faire avant, puis ça fait qu'il a perdu le combat. On ne l'a jamais vraiment vu encore se faire smoke. Là. Ben Red, genre premier round, se fait taguer par un adversaire qui est agressif, puis fait juste se faire knocker comme ça rapidement. C'est jamais arrivé encore. Mais un combattant qui a 36 combats d'expérience, où il y a eu des guerres, là, il est 23-12, ça n'a pas toujours été en sa faveur dans tous les combats. Puis oui, il était vaincu au Canada depuis genre 2016 ou 2018. Je l'ai ici, là, cette petite nugget d'infos-là. Ouais, depuis Jesse Ronson invaincu au Canada depuis 2018. Fait que le gars, man, il perd pas quand il est ici, mais c'est ça. Un jour ou l'autre, tout ce mileage-là va le rattraper, puis Vargas, c'est le gars qui va te donner de la marde là, au premier round. Il va te donner bien de la marde au premier round. Est-ce qu'il va être capable de maintenir ça si le combat passe le premier round? Est-ce que le combat va passer le premier round parce que Vargas va juste lui-même donner une ouverture à Ronson, qui est maintenant devenu un très bon opportuniste? C'est ça qui reste à déterminer, mais un combat avec beaucoup d'intrigue ici là, dans le co-main event, dans notre title fight de la soirée. Ensuite, Alex Morgan, Takuya Nagata, combattant japonais qui a déjà fait le One Challenger, c'est Warrior. Attends, on va te le trouver, qu'est-ce qu'il a fait là?
J'ai essayé de ratisser les chums. Il s'est battu. Ouais, One Warrior Series, qui est genre le Contender Series, un peu The One Championship. N'a pas signé de contrat avec One à partir de là, mais s'est battu beaucoup à Shuto, qui est une autre promotion qui est très établie au Japon. Donc, combattant établi, qui se présente avec une fiche de 9 victoires, 5 défaites, un combat nul. Malheureusement, pour lui, ça n'a pas bien été là, à ses 3-4 derniers combats. Une fiche de 1 et 3 à ses 3 derniers combats. Il se présente contre Alex Morgan, qu'on connaît tous. La tâche va être très, très, très difficile pour Takuya Nagata, qui semble être à London, en Ontario, là, récemment. Son coach va être Sam Stout. Donc, c'est ça qui est la situation. Je ne sais pas trop pourquoi ni comment il est arrivé à London, en Ontario. Mais ça a l'air qu'il est là, puis il va venir avec Sam Stout. Donc, ça doit être bon pour lui, parce que de ce que j'ai vu sur le tape, c'est un combattant japonais assez typique qui se débrouille en striking, qui est un meilleur grappler que striker et qui a des bonnes amenées au sol en général, mais qui, comme la majorité des combattants japonais, va vraiment aimer passer un peu de temps debout à essayer de tendre des pièges, de set up ses takedowns à terme, soit de forcer son adversaire à se commettre puis d'y aller avec un counter shot, ou de lui-même avec son striking l'idée dans un takedown à terme. Puis il est bon là-dedans, il fait très bien ça. Maintenant, est-ce que la bonne approche, c'est d'arriver devant Alex Morgan avec un style, je ne veux pas dire passif, mais où tu ne lances pas nécessairement beaucoup, puis tu laisses rien que Morgan établir son jab, puis sa main droite, puis son low kick? Ça, c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça de la part de Nagata, mais c'est un peu ça son style, tu sais. Il veut un peu feel le striking. Puis là, quand il va avoir un bon feel pour le striking, il va commencer à set up ses takedowns de là. L'autre chose qui est super intéressante, si on se rend là, ça va être de voir, parce qu'Alex Morgan, c'est un vraiment bon grappler. Puis on n'a pas la chance d'en parler, je dirais, parce que il préfère striker, of course. Puis aussi, malheureusement pour lui, ses défaites sont principalement venues par soumission, mais ses défaites récentes, c'est qu'il se fait taguer par quelque chose debout, puis après, il se fait soumettre. Puis ça, quand tu te fais genre rattle debout, puis que tu n'as pas toute ta tête, la bonne défense de soumission va peut-être pas venir de même. Donc, c'est pas nécessairement un indictment du grappling à Alex Morgan. Puis moi, pour avoir grapple avec Alex Morgan à plusieurs reprises, le gars, il est vraiment bon. C'est un petit pointu. Ses membres se faufilent partout. Il est slick, il est rapide. C'est vraiment un grappler de bonne qualité. Puis ça me porte à me demander si Nagata est en mesure d'aller chercher ces takedowns-là, qu'est-ce que ça va avoir l'air au sol pour Alex Morgan, qui est un grappler très habile. Puis je pense que ça pourrait être le moment où on voit Alex Morgan. C'est peut-être pas sortir une soumission. On l'a déjà vu à son combat, là, c'était à Hexagon MMA en France, où il a été vraiment un peu plus conservateur dans son approche, puis il est allé chercher des takedowns, puis il a vraiment travaillé en ground and pound dans ce combat-là. Je pense que si Nagata force le sol sur Morgan, ça pourrait être un scénario où il se sprawler d'en face, puis Morgan se retrouve dans une bonne position sur le top, puis va chercher vraiment des bons moments au sol, chose qu'on a moins l'habitude de voir, mais bref. J'ai dit que je faisais pas de pic, mais forcé d'admettre que c'est un style match-up grandement à l'avantage d'Alex Morgan, je pense, ici. Ensuite, un des combats les plus excitants de la carte, Louis Jourdain à Samouraï MMA pour la première fois, à 125 livres pour la première fois, face à Diego Silva Ruelas, qu'on a déjà vu, face à Tommy Morrison, dans ce qui avait été un combat fort en rebondissement et un combat où Tommy avait très bien commencé, mais Diego, qui, tu sais, quand tu dis un jeune vétéran, là, il a 26 ans, se bat pro depuis 2021, OK? Puis le dude a 10 combats pro. Se bat énormément, est toujours en action, gagne et ou perd par soumission. 4 victoires par soumission sur ses 6 victoires, mais 3 défaites par soumission sur ses 4 défaites. Sa seule défaite par décision étant venu au maître Tommy Morrison dans un combat qui, comme j'ai dit, était back and forth, que Tommy a très bien commencé debout, mais plus il a laissé Diego Silva s'habituer à son striking style, plus Silva a commencé à trouver ses shots debout. Puis oui, s'est fait taguer à plusieurs reprises, mais a réussi à taguer Tommy à plusieurs reprises. Puis c'est là que Tommy a vraiment sorti son grappling dans ce combat-là. On l'a vu sortir là, de sa coquille, lander ses takedowns, puis le fait que Morrison a été chercher du bon contrôle au sol, je pense que c'est ça qui a donné l'avantage à Tommy dans ce combat-là. Mais
rapidement au premier round de ce combat-là, Diego a un peu figure out que ce que Tommy voulait faire debout, puis s'est mis à avoir du très bon succès en striking. Maintenant, s'il essaie de striker contre Louis Jourdain, est-ce que ça va bien aller? Non, pas du tout. Louis Jourdain est suprêmement technique. Même Charles nous l'a dit que Louis était plus technique que lui debout. Puis c'est pas mal toujours le feeling que j'ai eu là, des frères Jourdain. Charles, c'est le crazy motherfucker qui veut brawl, qui veut lancer des techniques un peu flyées, mais qui set up bien dans sa game. Là. Charles est un excellent striker lui-même, voire même un des meilleurs strikers canadiens qu'on a généralement, mais Louis Jourdain est plus technique que Charles Jourdain debout. Et puis, on l'a vu contre Gabe Sagman, là, ça a été une clinique de striking, c'était beau, c'était propre, ça flowait. Louis Jourdain, il est incroyable. Il a travaillé fort dans toutes les années qu'on ne l'a pas nécessairement vu se battre souvent, puis ça a tellement paru contre Gabe Sagman qu'il y avait un avantage d'expérience sur lui, puis un avantage au niveau du grappling sur lui, puis ça, il y a eu des takedown attempts, en plus d'un gars qui venait de switch à Niagara Tomty, qui est un gym de grappling, un gym de lutte, puis il n'a jamais été capable d'amener Louis Jourdain au sol. S'est fait complètement piece-up debout jusqu'à temps que ses jambes il lâchent complètement en dessous de lui. Puis si Diego Silva, qui est bon debout, mais qui est plus un brawler, un gars qui va vouloir engager avec son adversaire puis lander des shots en retour. Si tu essaies de faire ça contre Louis, qui va être un grand flyweight là, en termes de grandeur puis de frame, Louis Jourdain qui mesure 5 et 9, là, qui est à peu près la même grandeur que son frame Charles, est fait sur un frame un peu moins thick, c'est sûr. Je pense pas qu'il va avoir de la misère à faire 125, mais c'est sûr que Louis Jourdain à 125 livres dans un match-up contre un gars qui, oui, Silva a la majorité de ses victoires et défaites, comme j'ai dit, par soumission. Mais généralement, c'est pas lui qui initie plus qu'il faut le grappling. Va grapple si ça grapple, mais comme la majorité des combattants mexicains va essayer de mettre un pace debout. Puis oui, s'il se punch in dans le clinch, ça se peut qu'il essaye un takedown sur Louis Jourdain, mais c'est pas le game plan qui va pousser. Diego arrive vraiment pour tout faire dans ce combat-là. Et puis, ça va être un fight, man. Je vous le dis, les gars. Louis Jourdain va avoir un avantage au niveau de la technique ici, mais Diego Silva, on l'a vu contre Tommy, ce gars-là, là, il a une sale paire de couilles, comme tous les combattants mexicains, puis ça va être tout un fight. Je l'attends grandement, ce combat-là. Puis ça nous mène à Joe Ramsey, Juan Ramon Grano. Et puis Grano est un combattant extrêmement mystérieux parce qu'il se pointe avec beaucoup d'expérience, mais combien d'expérience? C'est là que je ne peux pas vous répondre. Parce que si tu vas sur Tapology, qui selon moi est rendu ma source préférée là, pour vraiment les fiches des combattants et toutes ces affaires-là, il y a une fiche de 9 victoires, 6 défaites et 1 match nul. Si tu vas sur Sherdog, il y a 6 victoires, 6 défaites et 1 match nul. Si tu écoutes son combat qu'il a disputé contre Chris Curtis à Icon FC, ils l'ont présenté comme ayant une fiche de 22 victoires, 6 défaites et 2 combats nuls. Je le sais que cependant, des fois, les Mexicains au Mexique, on dirait qu'ils gardent leur fiche amateur quand ils montent pro, puis des fois, ils affichent Yank le nombre de combats amateurs et pro, puis ils font comme une fiche complète de tous ces combats-là. Donc, je ne sais pas si c'est ça, la fiche de 22-6. Je ne sais pas d'où ça sort. Mais Tapology le crédite avec une fiche de 9 victoires, 6 défaites, 1 combat nul. Donc, moi, c'est avec ça que je run pour l'instant. Puis ça, là, c'est 16 combats professionnels. Jonathan Ramsey a 3 combats professionnels. Donc, la différence d'expérience dans ce combat-là ne va pas être non négligeable là, en faveur du combattant mexicain qui se présente pour affronter Jonathan Ramsey ici. Dans ses 9 victoires, 4 par KO, 1 par soumission, 1 par décision. Et puis il y en a 3 c'est les 3 victoires qui ne sont pas listées sur Sherdog, là, que la méthode est inconnue sur Tapology. Ensuite, dans ses 6 défaites, 2 victoires, 2 défaites par KO, 1 par soumission, 1 par décision, 1 par disqualification et un autre qui est inconnu encore une fois. Donc, il y a 4 combats dont l'issue est inconnue, même s'il y a un verdict de victoire ou de défaite sur sa fiche de Tapology. Fait que Big, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Je ne sais pas son niveau d'expérience, mais visiblement, il a énormément plus d'expérience que le chum Jonathan Ramsey. Puis je pense qu'il va arriver plus petit que Ramsey. Peut-être pas en grandeur, ça reste un combattant de. Tu sais, Ramsey CC2, Grano est à CC1, 33 ans, mais Daniel m'a envoyé une photo de lui lundi.
ou même dimanche, puis il était à l'hôtel à Guadalajara, puis il faisait le poids, il était à 175 livres déjà. Donc le gars, visiblement, il fait 175 livres sans cut weight. Il va affronter Joe Ramsey, que le gars, littéralement, te regarde, puis tu tombes tellement qu'il frappe fort, tellement qu'il est puissant, tellement qu'il est comme un tu sais, Joe Ramsey, côté athlétisme, côté power naturel, il est tombé dans le bon bucket génétique. Là. Le gars, il a ça. Puis il travaille très fort sur sa game avec Three-Headed Beast, Dave Bisson, coach Mistral au sol. Il y a une bonne équipe alentour de lui. Il va beaucoup au nordique avec Alex Mura puis la gang. Le gars, il est un peu partout là, pour son training puis sa job, mais il est tellement sérieux. C'est un excellent prospect. C'est clairement quelqu'un derrière qui Samouraï veut se mettre. Là, on s'entend. Si tout va bien pour Samouraï, Jonathan Ramsey gagnerait ce combat-là. Je continue de répéter, son adversaire a immensément d'expérience, mais je t'avoue que de savoir qu'il est déjà au poids dimanche avant son combat du vendredi, c'est un peu concerning contre Joe Ramsey, considérant que Grano a déjà perdu par knockout TKO une couple de fois dans sa carrière, et puis Joe Ramsey, il frappe fort, les gars. Là. Ça ne prend pas juste une shot pour complètement t'arracher la tête. Demande à Colton Boxell. Demande à Alan Girard qui avait une full guard up puis que le coup de coude a quand même, malgré la guard complètement up, droppé Alan Girard. T'sais, Ramsey a montré du power incroyable. Puis contre Molina, c'est sûr que Molina, là, son niveau de sol, il est négatif. Là, on l'a vu par après contre Swab. Puis on l'a vu à Fight League Atlantic contre Cam Nelson. Le gars, il n'y a pas de sol. Mais Jonathan Ramsey, comme tu l'as lancé sur sa tête, tu le rear naked choke en quelques instants, ça a été la personne qui a le plus, qui a fini Irving Molina le plus rapidement au sol, contrairement à Swab et à Cam Nelson, qui sont eux-mêmes deux bons grapplers. Je ne dirais pas des meilleurs grapplers que Joe Ramsey, mais des gars qui préconisent plus un style de grappling dans leur combat que Jonathan Ramsey qui, tu sais, il va grapple s'il y a grapple, mais dans le meilleur des mondes, Jonathan Ramsey va te frapper très fort, puis tu vas tomber à terre, puis il va avoir gagné en quelques minutes, voire même secondes encore. C'est sûr que mon souhait le plus profond ici, c'est que Grano soit une bonne opposition pour Jonathan Ramsey, même s'il va arriver là un peu underweight. Puis tu sais, autant je trouve ça concerning à cause du power de Ramsey, autant Grano a déjà combattu genre Chris Curtis, qui est un middleweight de très bonne taille. Puis non, il n'a pas gagné ce combat-là, pas en tout, là. Pas en tout. Mais il était là, il a absolument été là dans ce combat-là. Il a aussi perdu contre Rodrigo Vargas qu'on voit affronter Jesse Ronson. Fait que tu sais, toutes les signes pointent vers le fait que Juan Grano, écoute, s'il est à 175 livres le dimanche avant son combat, le gars, c'est un lightweight. C'est ça, sa division de poids naturelle. Maintenant, il se bat à 175 contre Jonathan Ramsey, qui est pas mal un vrai welterweight, qui peut-être, bien motivé, puis s'il a envie de bien gros souffrir, pourrait faire un 165 livres. Mais tu sais, je ne sais pas si je vois Joe Ramsey cote à 155 un jour. Ça pourrait être absolument. Je pense pas que ça peut se faire. Chris à 6 pieds 2 sur son frame. Je pense pas que c'est possible. Donc, avantage de grosseur, avantage de power pour Jonathan Ramsey, mais avantage d'expérience puis de cage. Juan Ramon Grano a été dans des situations de merde plusieurs fois dans sa carrière. Donc, il a probablement déjà vu quelque chose de similaire à ce que Jonathan Ramsey va y amener. Est-ce qu'il va être capable de survivre à ça? Parce que le gars a quand même une fiche de 9 victoires, 6 défaites. Donc oui, il gagne plus qu'il perd, mais pour chaque fois qu'il gagne 1,5 combats, il en perd un. Là. Donc, c'est même pas 2 victoires pour chaque défaite dans son cas. Puis c'est sûr qu'il a affronté beaucoup de gens dans un paquet de weight class, dans un paquet de lieux. Fait que, tu sais, tout ça pour dire, je pense pas que c'est un gars qui va arriver puis qui va être phase par le fait que Jonathan Ramsey, wow, c'est le hot new prospect du Canada, whatever. Le gars, il sait probablement pas c'est qui Jonathan Ramsey. C'est fait donner un nom. Il a probablement dit oui avant même de checker sa fiche ou checker n'importe lequel de ses combats. Puis après, il est allé voir puis il a dit, ah, c'est un dude qui vient du Canada qui est 3-0. Fait que Grano arrivera pas ici impressionné de Jonathan Ramsey. Puis j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'il va y avoir de l'adversité dans ce combat-là. Puis honnêtement, si Ramsey gagne, ça va set up quelque chose de big parce que notre combat d'après, c'est Danny Mallette, Matthew Rusniak. Puis si Ramsey gagne, ça set up quelque chose parce que peu importe qui gagne ici, Matthew Rusniak ou Danny Mallette va faire un énorme combat local, probablement pour la ceinture, contre Jonathan Ramsey. Et puis, tu sais, Matthew Rusniak, il a l'air fired up pour ce combat-là. Puis,
je le comprends, man. Je le comprends parce qu'il y a beaucoup de talk avant ce combat-là. Puis je pense avec raison, ça a été mérité de la part de Danny Mallette. Puis tu sais, je vais vous dire pourquoi Rouzniak a raison d'être un peu pisse. Puis après, je vais vous dire pourquoi Rouzniak a peut-être pas raison d'être un peu pisse. Puis vous choisirez l'affaire que vous aimez le mieux. Moi, je pense que les deux côtés de la médaille peuvent être couverts ici, mais tu sais, Rouzniak a raison d'être un peu pisse, de checker ce combat-là. Puis ça parle déjà de Mallette contre Ramsey, soit à Québec, soit à Sherbrooke. C'est les deux prochaines places que Samouraï veulent aller. C'est un match-up de rêve. Ça nous ramènerait autant des gros match-ups locaux de TKO, là, deux Québécois qui se battent un contre l'autre, puis whatever. Puis Rouzniak et Jean-Chris, c'est moi qui se bat contre Mallette le 26, hein. Puis je pense pas que Mathieu Rouzniak s'en va là pour perdre contre Danny Mallette pour set up un fight contre Joe Ramsey, là. Mathieu Rouzniak s'en va là pour battre Danny Mallette et avoir ce title fight-là pour lui, puis dire, moi tout, je suis un combattant local, moi tout, je suis un Montréalais, je parle peut-être pas autant bien en français que les autres, tu sais, je suis dans le West Island à Montréal, je suis pas le gars qui a été le plus actif récemment, mais je suis calissement là, puis vous allez pas, genre, m'overlook pour booker votre beau fight Mallette Ramsey que vous avez l'air de tant aimer, sans considérer le fait que moi, Mathieu Rouzniak, je me pointe là pour absolument gagner ce fight-là, puis que ça va être un match-up difficile là, pour les deux, sans aucun doute. Maintenant, l'autre côté de la médaille, c'est que le talk par rapport à Danny Mallette est justifié parce qu'il a complètement melt Jordan Balmire, puis c'était une performance absolument incroyable, puis c'est récent, puis c'était ici, puis je veux... Tu sais, je dis pas ça pour blâmer Mathieu Rouzniak, parce que Mathieu Rouzniak, il est à peu près tout arrivé pour qu'il soit pas capable de se battre au Québec encore depuis le début de Samouraï. Il a été booké, je pense, pour toutes les cartes, sauf une des cartes, puis Chris, ça n'a jamais marché pour lui, puis c'est pas toujours de sa faute, voire même jamais de sa faute, OK? Fait que c'est dur de dire, ah ben, tu sais, Rouzniak, t'es allé te battre en Ontario, puis l'autre s'est battu ici. Fait que c'est normal qu'on parle plus de lui que de toi. C'est sûr que Rouzniak, il entend ça, puis il est genre, ta gueule, Faber, tu sais. Mais, genre, ça reste que c'est ça. On a vu Danny Mallette se battre à Samouraï MMA contre un boxeur professionnel, esti. Puis il l'a complètement melt. Puis ça a été une performance mémorable, un des plus forts moments de la dernière carte de Samouraï MMA, qui est probablement la meilleure carte de l'histoire de Samouraï MMA. Donc, je comprends pourquoi le talk, c'est Mallette Ramsey, surtout que la rivalité est très naturelle parce qu'il y en a de Québec, il y en a de Sherbrooke, mais Ramsey est aussi beaucoup à Québec, au Nordic Fight Club. Danny est au Nova Gym. Il y a une genre de petite rivalité entre ces deux gyms-là. Fait que, tu sais, je comprends pourquoi c'est ça le talk. La rivalité Mallette-Ramsey est un peu plus naturelle. Mais venez pas penser que Mathieu Rouzniak s'en vient ici de se faire péter à la gueule puis set-upper ce fight-là. Puis on l'a vu là, contre Bilal au BTC. Mathieu Rouzniak est capable de manger une shot, se faire drop, se relever comme Steph Hall, puis continuer, puis lui-même aller chercher son knockout après. C'est probablement le meilleur grappler que je connais, qu'aucun de ses combats pro s'est terminé en soumission. Il va avoir un énorme avantage au sol contre Danny Mallette, selon moi. Le Mathieu Rouzniak, c'est genre pas mal black belt level grappling. Le gars, crime, mais il était pas genre brune de Gracie Barra, il a 4 ans. Je sais pas s'il fait encore beaucoup de gi ou whatever, mais le gars, il est 100% un black belt level grappler. Je pense pas que Mallette est là. Mallette est principalement un striker. Striker qui bouge très bien puis qui est difficile à... Tu sais, t'as des strikers que t'es genre, je me demande c'est quoi la takedown defense, mettons, d'un Danny Mallette. Mais c'est parce qu'on n'a jamais vraiment vu personne se rendre aux jambes de Danny Mallette encore, parce que le gars, si tu te pointes dans son range, il va avoir des strikes pour toi qui vont s'en venir, puis ils vont s'en venir vite parce que c'est un excellent technicien debout. Donc, je pense que Rouzniak va avoir l'avantage au sol, même si je ne sais pas si c'est 100% dans le game plan. Ça devrait l'être, mais je ne sais pas si c'est 100% dans le game plan. Puis je ne sais pas non plus si c'est 100% facile de réaliser ce game plan-là contre Danny Mallette, qui, autant je dois donner l'avantage du grappling à Rouzniak, je dois donner l'avantage du striking à Danny Mallette. Puis les rounds vont commencer debout. Donc, si Mathieu Rouzniak amène Danny Mallette au sol puis il n'est pas capable de le soumettre ou de le finir en dedans de ce round-là, va devoir réaffronter les strikes de Danny Mallette pour réamener ce combat-là au sol. Puis comme j'ai dit, Sean Mead a essayé, ça n'a pas trop marché. Guillaume Poulain, ça n'a pas marché non plus. Jordan Balmire, on ne s'attendait pas à ce qu'il essaie vraiment de grapple Danny Mallette, mais il a goûté à sa propre médecine et assez rapidement, même, je devrais le dire, dans ce combat-là. Donc,
énorme match-up, le match-up local de la soirée selon moi. Sur un point de vue personnel, mon combat le plus attendu de la carte. Moi, si tu me dis, là, tu te pointes à Samouraï 6 pour un combat, c'est lequel? C'est celui-là. C'est Danny Mallette contre Mathieu Rosniak. Après, j'irai avec Ronson Vargas. Après, j'irai probablement avec Jourdain Diego Silva. Mais mon combat number one, que quand ce combat-là va partir, je vais être là. Ça, c'est le moment que j'attendais à soir, les boys. C'est absolument Danny Mallette contre Mathieu Rosniak. C'est mon fight of the night, sans aucun doute. Avant ça, on a un combat entre Alain Majoric et Nizar Bahaji. Alain qui fait finalement ses débuts pro après avoir gagné plusieurs ceintures amateurs. Une super belle victoire contre Kevin Ostigui aussi récemment chez les amateurs. Donc, fait ses débuts chez les pros. Chris de bon fighter, man. Alain Majoric, là, Chris de bon fighter, s'entraîne chez Patnaud, est un représentant de Gatineau. Probablement, selon mon guess semi-informé, d'après moi, probablement le gars qui a vendu le plus de billets après Julien Leblanc, selon ce que j'ai entendu, selon ce que Julien me dit aussi, les deux qui s'entraînent ensemble. Et puis, non, Alain Majoric qui est absolument prêt à faire ses débuts, comme tous les gars de Patnaud le sont toujours. Là. On s'entend que s'il y a un gym qui, au Québec, va jamais t'envoyer un gars qui est pas prêt à se battre. Chris, même Cédric Mongeon était pas prêt à se battre contre Alex Murat, puis il avait l'air plus prêt que quelqu'un qui a l'air prêt à se battre des fois. Là. Fait que les gars de Patnaud, ça niaise pas, c'est un top gym. Ils sont forts, puis Alain Majoric, on l'attend depuis longtemps chez les pros, puis ça va se passer contre Nézar Bahaji, qui lui a déjà un combat professionnel et 1-0 chez les pros. Débarque de Montpellier, de la bonne école à Montpellier, qui est un des bons gyms dans la région. Le gars, il a genre 20-21 ans, tout jeune, a gagné son premier combat chez les pros. Clairement, un background en judo. J'avais pas beaucoup d'informations sur lui, mais j'ai regardé ce combat-là, puis basically, il n'y a pas beaucoup d'échanges debout, ça clinche beaucoup, puis Bahaji est capable d'aller chercher pratiquement que des takedowns de judo dans ce combat-là pour dominer son adversaire au sol beaucoup. C'est sûr que on a vu un combattant, à ce que j'ai cru comprendre là, dans le broadcast français qui présentait son combat, a pris ce combat-là un peu sur short notice. Fait que je ne sais pas à quel point il arrivait comme. Clairement, il était prêt à se battre parce qu'il a gagné, là, mais je ne sais pas comment il arrivait préparé niveau genre game plan, étude de son adversaire, whatever. Fait que je pense que le gars, il a un peu s'est battu un peu sur l'instinct, là, au meilleur de ses habiletés. Puis ça a donné, oui, quelque chose d'un peu green, là, je ne vous le cacherai pas, mais d'assez solide pour battre un adversaire de niveau professionnel par décision de façon très, très claire. Et ça, en s'aidant beaucoup avec son judo et son top control principalement. Maintenant, Majoric, comme la genre de qualité là, des fighters du Patnaud, que c'est principalement tous des strikers, mais ils gagnent quasiment tous leurs combats par soumission, d'une manière ou d'une autre. Isaac Blais, c'est la même affaire avec lui, mais Majoric est un très. Va absolument te soumettre là, si tu fuck around puis tu try to find out que tu veux grapple avec lui. Je pense que combat debout, il n'y a pas vraiment de doute qu'Alain va avoir un bon avantage ici contre Nézar. Ça va être intéressant de voir. Un bon adversaire, jeune, énergique, avec un bon niveau d'athlétisme, contre Alain, qui, on ne se le cachera pas, là, est dans le milieu de sa trentaine, là, se pointe chez les pros, ayant déjà beaucoup plus d'expérience de vie que le chum Nézar Bahaji, qui a littéralement 20-21 ans. Là. Donc, combattant un peu plus expérimenté en général. Même si, écoute, j'ai aucune idée de l'expérience amateur de Nézar, par exemple. Je sais qu'Alain, il y a plusieurs combats amateurs, mais il est fin prêt à faire les débuts. On a hâte de le voir. La foule va être derrière lui. Je pense que c'est un bon match-up pour le tester dans ses débuts. Là, un jeune qui, en Nézar Bahaji, démontre beaucoup de promesses sans vraiment nous montrer là, une game qui est encore proche d'être complète ni rien. Donc, match-up intéressant. J'ai hâte de voir. Ensuite, on a Tommy Morrison, Francisco Ramirez. Et ce que je trouve drôle, c'est que Francisco Ramirez et Juan Ramon Grano, bien qu'ils ne viennent pas de la même place, le Grano est de Chihuahua, puis le chum Francisco Ramirez est de Puebla, basically, la région de Puebla. Il est de Tecamachalco, qui est une ville près de Puebla, qui est une grande région métropolitaine au Mexique. Bref, les deux se pointent ensemble. Puis les deux ont la qualité d'être un peu dur sur la recherche parce que si tu tapes Francisco Ramirez, tu as deux tapologies qui sortent. Tu en as un d'un combattant qui a une fiche de 2 victoires et 1 défaite qui a commencé chez les lightweight à son premier combat, mais son dernier combat s'est passé chez les 135 livres.
Et ça, c'est très, très, très mexicain là, de faire son premier combat pro randomly à 155 livres. Quand basically, t'es un flyweight. Là, Ramirez est genre 5-2, 5-3. Là. Il est minuscule. Mais j'ai passé à lightweight. Puis il a même gagné ça. C'est ça qui arrive des fois avec les combattants mexicains. Mais bref. Et l'autre topologie est un combattant avec une fiche de 1-0 qui aurait fait ses débuts pro il y a quelques mois seulement chez les flyweight. Et puis, j'ai demandé là, à Coach Edgar, il y a deux topologies, c'est lequel le sien? Et la réponse la plus mexicaine ever m'est venue. C'est bel et bien les deux topologies. Le il y a deux topologies différentes. Donc, n'est pas 2-1, mais bien 3-1 dans sa carrière pro. Avec deux victoires qui sont venues par décision, une par KO. Sa seule défaite est venue par soumission. Puis généralement, c'est tu sais, je veux pas me lancer dans une analyse de ce que j'ai vu de Francisco Ramirez, juste parce que j'ai un peu fait ça contre Diego Silva, puis il a dépassé nos attentes à 500 000 à ronde. J'ai un peu fait la même affaire contre Edwin Martinez, dernier combat, puis hostie qui a dépassé nos attentes, lui, avec, face à Tommy Morrison. Fait que, tu sais, je vais arriver ici et dire que Francisco, tu sais, honnêtement, strike bien, grapple bien, il y a des bonnes transitions quand même. Il semble avoir une lutte raisonnable pour la scène régionale mexicaine. Encore une fois, très mexicain comme style, dans le sens que c'est jamais des combattants qui imposent leur game. Tu sais, autant Mauricio Cruz que Diego Silva, que Edwin Martinez, que Francisco Ramirez, que tous les Mexicains qu'on a vus qui ont eu des combats là, de plusieurs rounds à Samouraï MMA, ils sont bons debout, sont bons en grappling, sont corrects en lutte, mais ils n'imposent pas leur game. Tu veux grapple, on va grapple. Tu veux boxer, on va boxer. Tu veux être en kickboxing range puis échanger des kicks, on va être en kickboxing range puis on va échanger des kicks. Puis tu sais, Tommy Morrison, il sait ce qui s'en va en tabarnak. Tommy Morrison, autant dans sa préparation que dans sa vie en général, c'est un jeune qui est tellement sérieux, âgé de seulement 24 ans, comme son adversaire Ramirez d'ailleurs, et a tous les coachs du monde, pas de côté, Xavier Alaoui, Firas Zabi, il est partout, se fait aider par les meilleurs, fait du striking avec John DiBella ces temps-ci. Tout va bien pour le petit Tommy, puis il va affronter encore une fois un Mexicain qui arrive, qu'on n'en sait pas trop sur lui à part sa fiche, puis du footage d'un combat sur YouTube, sur le site. Puis probablement qu'encore une fois, le Mexicain va être bien meilleur qu'on s'attendait. Puis probablement qu'encore une fois, Tommy va être bien capable de deal avec ça, comme il a toujours été capable de deal avec tout depuis le début de sa carrière, parce que c'est un des meilleurs prospects qu'on a. Puis honnêtement, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de tant stressé que ça. Genre Tommy, là, autant dans la vie que dans son approche, que dans son style de combat. Il voit comment que les choses viennent à lui, puis il trouve des solutions. Puis c'est un jeune qui est très intelligent, autant en général que dans son style de combattant. Puis j'ai aucun doute que Tommy va arriver avec une très bonne stratégie dans ce combat-là, puis il va être capable de nous donner une très belle performance, encore une fois. Ensuite, Isaac Blais, Mauricio Cruz, nous n'allons pas nous éterniser parce que on en a parlé sur la dernière carte. C'est un match-up qui est grandement en faveur d'Isaac Blais. Là, je pense qu'on doit se l'admettre ici. Isaac, qui est un peu un des petits phénomènes de TKO MMA. Pas eu la chance de se battre autant souvent qu'il voulait. Encore une fois, là, au dernier Samouraï, là, quelque chose de dernière minute qui pop, puis pas une intoxication alimentaire. Il se met à burfer partout le jour du combat. Genre, vraiment curse le retour de Isaac Blais. On espère que ça va se passer pour vrai cette fois-ci. Il va être devant son monde avec le support de tous et chacun, avec son gym, plusieurs coéquipiers qui se battent sur la carte. T'sais. C'est vraiment une bonne opportunité pour Isaac. Puis j'espère vraiment pour lui que ce combat-là se passe. J'espère pas pour Mauricio que ce combat-là se passe. Là, moi, personnellement, si j'avais été dans l'équipe de Mauricio, je n'aurais pas accepté d'être rebooké contre Isaac Blais. Là, parce que c'est pas un combat que Mauricio va probablement remporter, malheureusement, mais risque d'être très Mauricio, là, risque d'être là, puis d'être compétitif, puis de très bien faire pendant tout le temps que ce combat-là va durer. Je pense que c'est au niveau du grappling là, que Isaac va probablement réussir à passer une soumission dans ce combat-là quelque part. Mais il faut que je mentionne que Mauricio Cruz a un gym, a un coach, a des training partners pour la première fois de sa carrière. Puis
c'est un peu ça le problème avec Mauricio. Il est très bon, fait tout bien, mais il arrive ça de pas de coach et aucunement encadré. Là. Puis là, il est encadré pour la première fois de sa carrière. Donc, est-ce qu'on va voir une grande amélioration au niveau de la game de Mauricio Cruz? Ça me surprendrait pas. Ça va être assez pour battre Isaac, ça me surprendrait. Mais je suis excité pour la suite. Puis comme j'ai dit aux boys de l'Arena, Mauricio Cruz va probablement être le meilleur combattant de une victoire, 5 défaites qu'on connaît à la suite de ce combat-là. Ensuite, Kevin Bastien Popovic, Fodel Bentayev. Puis ne vous laissez pas fool par la fiche de 2-2 de Fodel Bentayev. C'est un asti de bon fighter, man. Mettons que Fodel Bentayev, c'est un 2-2 comme Kevin Popovic était un 2-2, v'là 2 combats. C'était genre, ouais, lui il est 2-2, mais dans 2 combats, il va sûrement être 4-2. Ici, malheureusement, un des deux va avoir à perdre, mais Fodel Bentayev, il est bon, il est jeune, 22 ans, il est gros, ça va être son premier combat sous la barre des 170 livres. S'entraîne au H-Fight, qui est un très bon gym à Massy, là, dans la région de Paris, basically. C'est un Parisien. C'est un bon striker, principalement un striker qui est très fluide sur ses pieds, il bouge très bien, mais se fait un peu comme stall dans le clinch, je trouve, dans ses combats. C'est quelqu'un que si tu es capable de cut la distance avec lui et de le clincher contre la cage, tu vas être capable de passer 1 à 2 bonnes minutes là où tu n'es pas en train de le battre particulièrement, surtout pas dans la nouvelle manière de scorer le MMA, mais où tu peux ralentir l'action, le ralentir ce qu'il fait debout, parce que debout, il est crissement agressif, puis il est tough, man. Puis ça, là, c'est pas toujours la meilleure qualité à avoir, mais dans son cas, ce l'est, honnêtement, parce que ses 2 victoires sont par finish, il a brutalisé des gens. Ses 2 défaites, c'est contre des très bons combattants, puis c'est par décision, voire même décision partagée. Il y en a un des deux qui c'est une décision partagée, l'autre aurait peut-être dû l'être, honnêtement. Mais il est bon, il est tough, puis il se fie un peu sur sa toughness dans le sens que il va le prendre, là, ton punch, puis il va essayer de t'en donner 2 gros en retour. Le gars met du power dans la majorité des choses qu'il fait. Euh, Puis c'est un bon match-up pour Kevin, man, parce que Kevin, c'est un combattant qui vont se battre à 165 ici, mais c'est un lightweight principalement. Oui, il mesure 6 pieds d'habitude, a l'habitude d'être plus grand et plus long que ses adversaires, mais se retrouve contre un gros gars là, ici en Fodel Bentayev. Je pense même pas que Kevin va avoir l'avantage en termes de la grosseur, de la thickness, là, de la pure masse dans ce combat-là. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer parce que je pense que Kevin a un énorme avantage au sol ici. Contre pas mal tout le monde, là. Contre pas mal tout le monde, honnêtement, parce qu'il est bizarre. Il est bizarre, ce calice-là. Ce qu'il fait, c'est pas normal, man. Il va aller chercher les positions, les setups les plus bizarres pour te faire des affaires bien normales. Tu sais, Kevin va pas te faire un back take normal. Il va avoir genre le Alcatraz lock ou un full Nelson ou whatever the fuck. Puis à partir de là, il va te back take. Tu vas être genre, comment il s'est rendu là, cet style-là? Mais il est long, puis il est flexible, puis ses membres se faufilent bien un peu partout, puis son jiu, il est absolument relentless. Son striking, il est agressif. Kevin, là, c'est pas un gars qui va vraiment niaiser. Puis c'est pour ça que je pense que côté striking, cette fight-là, c'est assez cave, merci. Parce que les deux, là, c'est comme pas des gars qui ont tendance à vraiment reculer. Ils veulent aller de l'avant, puis ils veulent établir leur rythme, leur pace sur leur adversaire. Puis ça va être quelque chose. Le Kevin, il est 4 in a row après avoir perdu ses 2 premiers combats pro. Semble inarrêtable. Va avoir le Dream Team au complet avec lui. Le Prickett, D. Marks, va avoir Aaron Jeffrey. Va probablement avoir plein de teammates qui vont descendre pour regarder ça aussi. Fait que un retour aussi aux sources, là, c'est important de dire que pour Kevin Popovic, c'est le retour à la maison. Là. Il a quitté son hometown de Gatineau pour cycle ce training-là au probablement meilleur gym ou gym le plus en ascension présentement au Canada. Puis c'est le retour à la maison, les vieux amis que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu, la famille, toute la patente. C'est une grosse soirée pour Kevin Popovic ici. J'ai excessivement hâte de le voir. Et puis contre Fodel Bentayev, je vous le dis, les gars, c'est un adversaire qui est devant lui. Et puis, regardez pas la fiche de 2-2, regardez la différence de weight class ici. On a vraiment un gars qui, pour la première fois, va descendre sous les welterweight. Contrairement à un gars qui monte là, à 165 ici, là, qui se permet, qui peut être un peu lousse dans le camp, là, vu qu'il ne se bat pas vraiment dans sa catégorie de poids ici. Mais
Match-up incroyable. Kevin est sur une streak. Fodel s'en vient en ayant ramené sa fiche à 500, lui qui était tombé à 1-2. Là. Donc, deux combattants qui ont du momentum. J'ai excessivement hâte de voir ça. Puis ça nous mène à un autre combat de haut niveau, selon moi. Pat Connors, David Moon. David Moon a beaucoup d'expérience. C'est un excellent striker qui peut-être aura eu quelques revers dans sa carrière, puis peut-être que ça aurait été dû à des adversaires qui étaient des meilleurs grapplers que lui ou whatever. Mais il se retrouve un peu dans un match-up où son adversaire est dans la même situation que lui ici. Là. Pat Connors, c'est pas un gars qui, quand ses match-ups vont au sol, il a tendance à avoir énormément de succès. Donc, je pense que on peut s'attendre à un combat debout ici. On va avoir de Lizard, le petit Pat Connors en personne qui va pouvoir travailler derrière son jab puis avoir ses longs bras de spaghetti bizarres qui essaient de travailler derrière la striking game plus technique, plus droite d'un David Moon. C'est vraiment un match-up fascinant au niveau du combat debout. Puis, si ça va au sol, je pense que Moon est plus complet, mais je pense que Connors est plus dangereux. Autant il a perdu beaucoup par soumission, il a gagné beaucoup par soumission aussi. Puis des gars qui ont des bras longs de même, très dangereux pour tout ce qui est choke, de Darce à guillotine, à Anaconda, à Rear Naked Choke, des longs bras de même, ça se faufile très bien. Et puis, c'est vraiment un bon fight. C'est un combat qui va être le troisième de la carte, puis va vraiment, là, à partir de là, selon moi, on tombe que dans des match-ups de très bonne qualité de la part de Samouraï MMA. Et puis, pas pour dire que les deux premiers match-ups ne sont pas de bonne qualité, loin de là, mais c'est des combattants peut-être un peu plus déboutants, qu'on a un peu plus de questions, du moins. Ce qui est le cas entre Simon Lagarde et Amor Nassar. Simon Lagarde qui. À ce que j'ai cru comprendre, c'est booké lui-même sur cette carte-là. Là. Le dude, il était genre, ouais, non, j'ai envie de me battre. J'ai besoin, comme mentalement, de revenir rapidement en action après une performance qui était décevante contre Gordon Cunningham, mais ça allait toujours être un tough match-up, le Gordon Cunningham pour Simon Lagarde. Puis Simon, il a voulu être agressif, il a voulu établir le pace, puis malheureusement, il s'est lancé le tête première lui-même dans ce que Gordon voulait lui servir, ce qui était un bon genou direct dans le milieu, puis il a été chercher le finish par TKO pas longtemps après. Puis je le sais, là, je connais Simon, il vit pas bien que ça. Là, puis il veut se venger de ça, puis sans remettre. Puis honnêtement, ça va être un bon fight contre Amor Nassar. Je pense que Nassar va être beaucoup plus gros que Simon Lagarde. Simon qui est un gars de 5 et 10 qui est petit mais tic. Amor qui est un gars de 6 pieds 2 là, qui remplit bien son frame chez les 185/195 livres. Nous vient de Paris, by way of Algeria. C'est un Algérien natif. Mais écoute, l'affaire, c'est qu'on n'a rien sur Amor Nassar. J'ai aucune information. Il y a un combat professionnel, puis ce qui est arrivé, là, c'est qu'il se battait contre un adversaire qui avait plus d'expérience que lui. Son adversaire, il a pris le clinché contre la cage, il avait le dos contre la cage, puis grabait la cage là, pour empêcher Amor de se sortir de là. L'arbitre qui a dû intervenir à plusieurs reprises. Son adversaire qui, à un moment donné, l'ender takedown, passe en side control, puis là, il y a un peu un wow dans l'action, puis là, tu vois qu'Amor parle à l'arbitre, puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Amor s'est fait mordre par son adversaire. Donc, le combat a terminé à ce moment-là, et Amor Nassar a remporté par disqualification. Fait que, basically, le gars, il a une victoire chez les pros, mais ça a duré 1 minute et demie, 2 minutes, peut-être 3 au max. Là. Mais écoute, il s'est fait clincher un peu contre la cage. Son adversaire trichait pour l'empêcher de s'en sortir. Son adversaire a l'ender takedown, puis il l'a mordu. Puis il a perdu par disqualification. Donc, à mort, c'est un peu dur de savoir ce qu'il va vouloir accomplir dans la cage quand tu as juste ça comme tape sur lui. Donc, le gars est un peu une question, un point d'interrogation. Mais semble bien remplir son frame dans la division, semble est assez massif. Puis Simon Lagarde, c'est pas la première fois qu'il va se pogner contre un gars plus gros que lui anyway. Donc j'ai très hâte de voir ça. Est-ce que Simon va être capable de make things right après une performance qui n'a pas satisfait ses standards? C'est à suivre dans le deuxième combat de la soirée et le premier combat de la soirée. Attends, un autre qui m'intéresse beaucoup parce que Guillaume Poulain a eu beaucoup de succès chez les amateurs. Ça n'a vraiment pas translate, malheureusement, chez les pros. A perdu par KO face à Danny Mallet avant de se faire soumettre dans son combat d'après. Et puis, ne s'est pas battu depuis.
est âgé de 38 ans maintenant et 0-2 chez les pros. Puis c'est ça, 2019, ça commence à faire un bout, un 4 ans. Je ne sais pas s'il a été beaucoup dans le gym dans ces 3-4 ans-là. Fait que Guillaume qui arrive avec beaucoup de questions, mais la seule affaire qu'on sait, c'est que ce gars-là, c'est un gamer. Un vrai de vrai gamer. Il est là pour se battre. Il ne prendra pas de détours. C'est un gars qui veut trader des punches, puis que si tu commences à échanger avec lui, il y a les petits trucs. Tu sais, tu as des gars qui sont capables de rester calmes dans un brawl, puis de profiter des opportunités que son adversaire y offre. Puis Guillaume Poulain, c'est vraiment ce genre de combattant-là. Et puis, ça va être très intéressant de voir contre Matt Bednarek, qui est 0-3, qui est le 0-3 le plus misleading ever. Premier combat pro, affronte Dorian Dokai sur short notice à 185 livres. Se fait takedown par Rear Naked Choke au premier round. Deuxième combat de retour chez les 170 livres, sa vraie catégorie de poids. Affronte Matt Smith au BTC. Matt Smith qui est un bon prospect de BTC. Combat très serré. Matt Smith remporte la décision, mais je vois Matt Smith une semaine plus tard, puis le gars, il y a des points de suture partout dans la face. Il y a un œil au beurre noir complètement fermé. Tu penses qu'il y a l'os orbital de l'œil probablement brisé. Fait que Bednarek qui a donné de la marde en esti là, dans ce combat-là à Matt Smith. Puis, dit hey, c'est pas grave, 0-2, ça arrive, ça au meilleur. D'entre nous, check Kev Popowick. Je vais me remettre, je vais me reprendre. J'ai une bonne équipe, je m'entraîne beaucoup justement avec Gordon Cunningham, j'ai du adrénaline MMA. Je suis bien entouré, là. Il n'y a pas de stress avec ça. Fait que se pointe face à Robert Protomani au Prospect FC, puis sort une performance incroyable, man. Une vraie bonne performance. Jusqu'au troisième round où, dans une transition de grappling, fait saisir son cou sur un takedown attempt par Protomani qui est capable de le sweeper puis de se finir la guillotine en full mount. Donc, Bednarek qui arrive 0-3, mais qui a quelques petites affaires qui auraient été différentes. Le gars serait 2-1 pour ce combat-là face à Guillaume Poulain. Donc, arrive avec beaucoup de talent, puis probablement de hargne, parce que là, le gars, il doit être en tabarnak de comment ça s'est passé pour lui, là, puis il doit se dire, c'est pas vrai qu'à toutes les fois, je vais arriver, puis si bien faire que ça, puis toujours perdre. Fait que Bednarek, là, arrive plus motivé que jamais à finalement obtenir sa première victoire chez les pros, puis je pense qu'il y a le moyen de travailler assez aisément. Je ne dis pas qu'il va travailler avec aisance, mais il va avoir de la place pour travailler face à Guillaume Poulain. Mais, comme j'ai dit, Guillaume Poulain, il est opportuniste. Si tu lui laisses des ouvertures, il va les saisir, ces ouvertures-là. Puis Matt Bednarek, malheureusement, autant qu'il est bon, autant que tu le regardes de se battre dans la cage, jamais tu penserais que ce combattant-là est 0-3. Mais clairement, il laisse des ouvertures, c'était là, parce que c'est sur le résultat final, c'est 0-3. Donc, Bednarek qui arrive motivé, qui arrive peut-être même avec un peu l'avantage au niveau de l'activité. Le Poulain, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu, il va être rouillé et tout ça. Fait que, on peut quasiment penser que Bednarek arrive avec l'avantage, mais tu le sais que Bednarek va laisser des ouvertures. Puis Guillaume Poulain, c'est pas le gars que tu veux laisser des ouvertures contre. Fait que ce match-up-là, pour commencer la carte, va être extrêmement fascinant. Puis ça complète les chums. Ça a pris 1 heure à peu près. J'espère que vous avez apprécié mes analyses. Samouraï chapitre 6, ça se passe 26 mai. Gros événement. Puis gros événement pour la suite des choses aussi. On va être capable de set-up des match-ups du futur. C'est incroyable avec cette carte-là. Probablement un title fight chez les 175 livres qui s'en vient là, prochainement chez Samouraï MMA. Puis ça va être des combattants qui se battent vendredi, le 26 mai, qui vont être dans ce combat-là. Fait on est là pour ça, les chums. Soyez de la partie. Si vous n'avez pas vos billets, procurez-vous-en. C'est une grande aréna, le centre Sludge Poppy, mais il va y avoir du monde en crise. Fait que je niaiserai pas trop avec ça au niveau des billets. Puis si vous n'êtes pas de la région d'Ottawa, Gatineau, vous n'êtes pas assez proche pour vous pointer, ben les chums, Fight TV avec yours truly, Faber Glass on commentary avec John Ramdeen, James Mancini, on va être là pour vous, les chums. Grosse soirée. Soyez à l'écoute ou avec nous et on se parle une prochaine.